Frédéric, 34 personnes. Nous maintenons à peu près un taux de participation assez élevé. Donc aujourd'hui, on a la chance, entre guillemets, le plaisir d'accueillir Chloé Auroy. Chloé, elle est chef de projet recherche en santé et nutrition, comme vous l'avez vu dans l'annonce, pour la marque experte Nutrios de Symrise, division Pet Foods. Donc rapidement, Chloé est ingénieure agroalimentaire. Elle a réalisé une thèse CIFRE entre 2007 et 2020 avec le laboratoire Lemar de Philippe Soudan, mais également avec Claude Génaud en collaboration, et également avec Symrise Pet Food, dans le domaine des biotechnologies marines. Et après donc, son doctorat, elle a intégré en 2021 la société, Symrise Pet Food, et elle a pris ensuite un poste de chef de projet en santé et nutrition. Donc, Chloé va nous parler de développement et optimisation de méthodes pour quantifier l'oxydation des lipides dans des matrices complexes à base de poissons. Donc, une intervention sur à peu près maximum 40 minutes et vous aurez tout le loisir pour poser des questions et n'hésitez pas donc à poser des questions. Donc, Chloé, vous avez la parole. C'est à vous maintenant de faire votre présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup Philippe pour cette introduction et merci aussi à la SFEL de m'avoir convié et de m'avoir proposé de présenter mes travaux de recherche réalisés pendant ma thèse. Donc c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui je vais vous présenter mes recherches sur le développement et du coup l'optimisation des méthodes pour quantifier l'oxydation des lipides en matrice complexe. J'espère que tout le monde voit bien ma présentation. Parfait. Okay, super. Tout d'abord, je voulais vous présenter l'entreprise à laquelle j'appartiens. Donc, qui est Symrise Pet Food? C'est un leader mondial de solutions à haute valeur ajoutée qui a pour vocation d'améliorer le bien-être des animaux de compagnie et la satisfaction des propriétaires. Donc, pour répondre à cette ambition, nous avons 3 expertises combinées que nous associons en fait pour répondre aux besoins des fabricants d'aliments pour animaux. Donc les fabricants d'aliments pour animaux, c'est ceux qu'on connaît dans le commerce, ça va être Royal Canin, ça va être les marques qu'on connaît, type Hills, type Virbac, type voilà, les marques Frolic, les marques Pédigré, les marques pour les chats Whiskas, enfin voilà, ça va être très divers. Je préfère donner des exemples puisque des fois c'est difficile de resituer notre activité après par rapport à ce qu'on voit tous les jours dans les rayons. Et on offre du coup des solutions complètes qui couvrent 3 aspects essentiels de l'alimentation des animaux. Donc en premier, il y a l'appétence, en second, la nutrition et en troisième, la protection de ces aliments pet food. Donc l'appétence, l'ambition de cette marque dans Symrise Pet Food, c'est de développer des solutions qui vont améliorer l'expérience du repas de l'animal. Donc l'appétence, c'est ce qui va donner envie aux chiens et aux chats de manger. La nutrition, donc la vocation de la marque Nutrios, pour laquelle du coup je travaille, enfin dans laquelle j'appartiens à cette équipe, c'est de développer des solutions naturelles qui vont contribuer à la nutrition de l'animal et aussi répondre aux besoins du consommateur. Donc aussi bien du chien, mais aussi du propriétaire par rapport à ce qu'il recherche pour développer une solution qui soit totalement équilibrée et qui conviendra à l'animal tout au long de sa vie. Et ensuite, on a la marque Videca qui développe des solutions naturelles, antioxydantes et aussi antimicrobiennes, donc pour préserver les aliments pet food, donc pour ne pas perdre leur qualité et aussi la qualité organoleptique.
Donc, si vous avez des questions par rapport à notre entreprise, n'hésitez pas, j'y répondrai. J'ai essayé d'être le plus précis et aussi vulgarisé possible par rapport à nos métiers cœur. Donc, je vais pouvoir commencer la présentation de mes travaux sur le développement et l'optimisation de méthodes. On s'est bien connu que les produits alimentaires pour animaux de compagnie sont aussi affectés par l'oxydation, puisqu'il y a des lipides qui sont contenus dans ces matrices. Et en plus, ce sont des matrices complexes, donc qui contiennent des protéines, des lipides, des minéraux, et il y a différentes interactions, différents procédés. Ce phénomène d'oxydation, ça va altérer et affecter les propriétés organoleptiques des produits, puisque ça va générer des saveurs rances. Et aussi, ça va altérer du coup les bénéfices santé et les propriétés nutritionnelles, puisque ça va altérer les acides gras. Donc, c'est pourquoi, en connaissant ça, j'ai concentré mes recherches sur les produits à base de poisson, puisque c'était l'objectif de ma thèse. C'était de développer un produit à base de poisson pour faire un aliment santé pour les chiens et les chats. Quand on dit aliment à base de poisson, ça veut dire aussi travailler avec un ingrédient qui va être très sensible à l'oxydation puisqu'il y aura des acides gras insaturés. Donc, ce qu'on a fait, c'est de développer un hydrolysat qui est en fait une matrice complexe puisqu'elle contient des protéines, des lipides avec beaucoup d'insaturation, puisque en plus ce sont des lipides à longue chaîne. Il y a aussi la présence de métaux qui peuvent initier l'oxydation. Et c'est pourquoi on a développé en fait cet ingrédient donc, qui contient beaucoup d'oméga 3, mais qui va être très sensible. Et donc, on avait besoin d'avoir des outils pour évaluer le niveau d'oxydation de notre produit tout au long de son développement. Donc, de partir de la matière première jusqu'à sa forme finale sous forme de poudre. Sans oublier les différentes étapes au cours de son procédé. Donc, ça va passer par des phases liquides. Donc, on voit qu'on va avoir affaire à un produit qui va être très divers dans sa composition et aussi dans sa forme, puisqu'on va partir d'une matière première, d'un liquide et d'une poudre. Donc, il fallait qu'on développe des méthodes qui puissent nous permettre, qui nous permettent d'être appliquées à toutes ces matrices, mais qui nous donnent aussi un résultat très précis. Donc, dans ce contexte, l'objectif de l'étude que j'ai réalisée, ça a été de développer des méthodes pour quantifier le niveau d'oxydation des produits complexes à base de poissons, ayant des structures et des compositions biochimiques et des teneurs en lipides qui vont être variées, puisqu'au cours du procédé, les concentrations en lipides vont changer dû à la forme du produit au cours de son développement. Les méthodes qui seront utilisées devront être facilement mises en œuvre au laboratoire de l'entreprise. Donc, il y avait un contexte industriel à prendre en compte. Elles devront être aussi peu coûteuses, rapides, répétables, sensibles et facilement implémentables. Donc, on avait un cahier des charges de départ précis et avec beaucoup de challenges. Pour faire un rappel sur l'oxydation des lipides, c'est une réaction en chaîne radicalaire qui est consécutive et simultanée. Ça, c'est la définition de l'oxydation. Je l'aime assez bien, cette définition, parce qu'elle est très précise, concise, et ça illustre très bien ce schéma. La diversité des produits de la réaction est souvent aussi instable et ça doit être observé au cours du temps. Puisqu'on voit bien qu'ici, il y a des produits qui vont apparaître à un moment, d'autres à un autre moment dans le développement de l'oxydation et aussi la disparition des acides gras insaturés. C'est pourquoi il y avait des méthodes qui existaient, mais pas forcément adaptées aux matrices complexes et aux matrices poissons qui contiennent des acides gras très insaturés à très longue chaîne.
Certaines de ces méthodes ne convenaient pas totalement aux contraintes de notre laboratoire ou à ce que nous avions à disposition au sein de notre entreprise. Donc, on a dû adapter et que ça respecte notre cahier des charges de départ. C'est pour cette raison qu'en fait, on a une approche avec une combinaison de méthodes, donc d'observer l'apparition des composés primaires et secondaires, mais aussi d'adapter ces méthodes pour observer nos marqueurs d'oxydation au cours du temps et que ce soit bien adapté à nos matrices. Donc, on a étudié 5 matrices pour rentrer un peu plus dans le détail de ce que nous avons fait. La matière première fraîche, les hydrolysats liquides et en poudre, mais aussi l'huile de sardine et ce qu'on peut appeler aussi les résidus de l'hydrolyse, donc qui sont un peu sous forme de boue. On appelle ça des boues sludge. C'est comme un concentré protéique, mais qui contient aussi des lipides. Donc, il a fallu que nos méthodes, donc on a visé 3 méthodes, soient développées et optimisées pour ces 5 matrices, donc ce qui représentait un challenge assez grand. On a choisi pour les composés primaires d'oxydation d'observer les hydroperoxydes et on a utilisé la méthode FOX2 que je vous décrirai ensuite. Et pour l'observation des composés secondaires d'oxydation, on a décidé de suivre les malondialdéhydes, donc les MDA, et des composés volatiles. Donc les MDA, on a utiliser une méthode par adduit avec le NMPI. Je vais vous décrire ensuite ce qu'est cette molécule. Et pour les composés volatiles, on les a analysés par chromatographie gazeuse et avec le détecteur TOF couplé à une masse. Et la méthode d'extraction, c'était par SPME. Je vous décrirai toutes ces méthodes ensuite pour vous montrer en fait quelles adaptations on a fait par rapport à nos matrices pour pouvoir avoir des méthodes objectivé scientifiquement et reproductible et répétable. Donc, pour les composés primaires d'oxydation, donc la méthode FOX, qu'est-ce que la méthode FOX? La méthode FOX, elle consiste en la réaction avec un hydroperoxyde, ici, et le réactif de FOX qui contient des ions ferreux, donc Fe2+, et du xylénol orange. Cette réaction produit un ion ferrique, Fe3+, et le complexe aussi xylénol. Et ce composé, donc ce complexe complet, est un complexe bleu-violet et qui peut être mesuré par densité optique à 560 nanomètres. Ça, c'est pour le principe, et donc ça nous permet de dire un Fe3+ correspond à un hydroperoxyde. Nous avons concentré notre attention sur l'étape d'extraction ici, qui est au tout début de la réaction, puisqu'ici, notre extraction, notre moment d'extraction de préparation de l'échantillon n'est pas optimal. La réaction derrière ne peut pas être optimale, donc les résultats qu'on obtiendra ne seront pas optimaux. Ce qu'on a testé, ce sont 3 solvants pour en fait récupérer, je dirais entre guillemets, les hydroperoxydes pour pouvoir extraire les hydroperoxydes dans notre solvant. Et donc, on a testé l'isopropanol, le méthanol et le chloroforme méthanol en proportion de 1. Ces 3 solvants ont été testés par une recherche bibliographique en premier et en se basant sur des protocoles existants. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que cette méthode a été réalisée en collaboration avec l'INRA et l'équipe de Claude Genot et Lucie Biraud. Donc, je vais vous donner les résultats qu'on a obtenus sur ce focus extraction pour pouvoir obtenir un protocole répétable et reproductible à toutes nos matrices. Donc, on a testé en premier dans l'isopropanol et toutes nos matrices ne réagissaient pas avec l'isopropanol. Donc, on a conclu qu'on n'avait pas une bonne extraction. Ça a été pareil pour le méthanol. Toutes nos matrices ne permettaient pas d'obtenir une bonne extraction des hydroperoxydes
avec le méthanol. Donc, on n'a pas obtenu des résultats concluants avec toutes nos matrices. Par contre, lorsqu'on a essayé avec le mélange chloroforme-méthanol en proportion 2:1, on a eu une bonne réaction, et donc, enfin une bonne extraction et donc une bonne réaction. Donc, ça nous a permis de conclure qu'il fallait utiliser le chloroforme-méthanol pour les matrices poissons, et ça correspondait à toutes nos matrices, donc nos 5 matrices d'intérêt, et que elle était du coup, cette extraction pertinente. Les points positifs de cette méthode, c'est qu'on a besoin d'une faible quantité de produit qui est nécessaire pour faire la réaction. La rapidité aussi de réalisation. En moins de 2 heures, nous avons un résultat. Donc, la rapidité, la répétabilité aussi qu'on a obtenue, c'est facilement réalisable en laboratoire puisqu'on a besoin d'un spectrophotomètre, d'une hotte. Enfin, c'est vraiment de l'équipement pas très poussé, et donc que nous avions dans notre laboratoire chez Simon Espet Food, et c'est transposable à d'autres matrices poissons. Le petit pense-bête que je mettrai par rapport à cette méthode développée, il ne faut pas oublier qu'il faut adapter notre quantité d'échantillons par rapport à notre solvant. Donc le ratio solvant-échantillon est à adapter en fonction de la quantité de gras que contient notre produit, afin de toujours rester dans l'endroit de calibration de notre courbe d'étalonnage par rapport à cette méthode. Donc, c'est le petit pense-bête à garder. Je donnerai ensuite des résultats, un cas concret à la fin de cette présentation par rapport à toutes ces méthodes adaptées à notre matrice. Ensuite, pour les composés secondaires d'oxydation, on a mesuré les malondialdéhydes, donc avec la méthode NMPI. Cette méthode, le principe de cette méthode consiste en la réaction avec 2 molécules de NMPI. Donc, c'est comme la méthode thiobarbiturique, cette molécule va venir faire un aduit sur le malondialdéhyde de part et d'autre pour former un complexe bleu, appelé aussi complexe carbocyanine, et ce complexe est mesurable au spectrophotomètre à 586 nanomètres. C'est une méthode qu'on a utilisée en kit. Il y a un kit qui est disponible. Je pourrais vous donner la marque si vous voulez ensuite. Ce kit permet de faire sans analyse. Et là, l'intérêt donc pour nous, c'était que c'était rapide, mais aussi que le complexe est spécifique, en fait. Il y a une publication qui a montré que ce complexe était spécifique au malondialdéhyde. Donc, contrairement à la méthode thiobarbiturique, qui sont en fait toutes les espèces réactives à l'acide thiobarbiturique, celle-ci, elle est spécifique des malondialdéhydes. Donc, c'est pour ça qu'on a porté notre choix sur cette méthode. Le premier challenge, ça a été de voir déjà si avec le protocole que nous fournit le fournisseur, on obtenait la même chose. Donc, je n'ai pas donné tous les détails, tout ce que nous avons fait. On a testé aussi plusieurs kits, hein. Et avec ce kit-là, nous obtenions vraiment des résultats en laboratoire qui étaient très proches par rapport à ce que le fournisseur nous disait d'obtenir. Donc, ça nous donnait déjà une bonne indication qu'on utilisait correctement le kit et que ça paraissait adapté à notre besoin. Ensuite, on a adapté ça à nos matrices, et c'était aussi, ce kit correspondait tout à fait à nos attentes et à notre cahier des charges de départ. Donc, nous avons pu conclure que cette méthode était validée sur toutes nos matrices et permettait de mesurer différents niveaux d'oxydation de notre produit. Donc, les avantages de cette méthode sont assez divers. Tout d'abord, il y a la spécificité de l'aduit, comme je l'ai dit précédemment, qui se forme avec le MDA. De plus, l'aduit est formé et stable pendant 2 heures après la réaction, donc ce qui nous permet de pouvoir faire des pauses ou faire des grandes séries et de tout mesurer en même temps. La méthode est facile à utiliser et une petite quantité aussi de produit est nécessaire. Il n'y a pas besoin d'extraction de la matière grasse aussi en amont, comme la méthode Fox.
elle est rapide à réaliser, elle est reproductible et aussi facile de mise en œuvre au laboratoire. Donc, ce qui était vraiment tous les points positifs qu'on recherchait et qui correspondaient vraiment à notre cahier des charges. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut adapter la dilution en fonction du niveau d'oxydation de notre produit. Évidemment, et limiter aussi l'exposition à la lumière. Ça, c'est vraiment une limite de la méthode. Mais sinon, outre ça, c'est vraiment très facile d'utilisation. Ce qui nous reste à faire et à améliorer, c'est l'homogénéisation de la matière première pour mieux extraire peut-être les MDA. Donc sur la partie vraiment juste sur la matrice matière première, on a un petit peu amélioré notre manière d'homogénéiser ou peut-être de broyer notre matière première pour vraiment améliorer et optimiser la méthode sur cette matrice. Ensuite, si on passe aux composés volatiles, donc dans notre laboratoire, nous avons à disposition une chromato-gaz couplée avec un spectromètre de masse et un FID, mais aussi un TOF. On a les deux machines à disposition. Ce qui nous a permis de développer une méthode d'analyse sur les composés volatiles d'oxydation. Donc en premier, il a fallu préparer, on a une approche scientifique par étapes pour vraiment préparer et sélectionner nos composés volatiles spécifiques de l'oxydation des matrices poissons. Donc, dans ces 5 étapes, en premier, on a préparé la manipulation en se disant quelle fibre il faut qu'on utilise, comment est-ce qu'on va faire nos essais, puisqu'on sait qu'il faut qu'on observe l'oxydation au cours du temps, donc vraiment pas se tromper, et faire le programme de l'analyse, donc le programme de la méthodologie qui soit adapté à nos matrices, pour pas avoir de coélution ou de choses comme ça. Ensuite, on a fait un vieillissement accéléré de nos 5 matrices pour sélectionner nos composés d'oxydation. Donc, on est parti du principe que si on faisait un vieillissement accéléré, ça nous permettait de sélectionner nos marqueurs spécifiques à nos matrices. Mais par contre, ça ne nous permettait pas, cette méthode d'oxydation, de donner l'état d'oxydation de notre produit de manière accélérée. Là, c'est vraiment pour le développement de la méthode qu'on a utilisé le vieillissement accéléré. Ensuite, les essais se sont faits en temps réel. Une fois qu'on a fait vieillir nos matrices, donc au cours du temps, on faisait nos analyses, on a pu sélectionner nos marqueurs vraiment caractéristiques, les molécules caractéristiques parmi les aldéhydes, les alcools, les cétones et les furanes, qui correspondaient à l'oxydation de nos produits et de nos 5 matrices. Ce qui nous a permis ensuite de faire des courbes de calibration externe pour pouvoir les doser et les quantifier. Et ensuite, on est passé à notre plan expérimental, donc appliqué sur nos produits. Et on a fait un plan d'expérimentation en faisant vieillir en conditions réelles une poudre, notre poudre donc, qui correspond à notre produit d'intérêt final, donc notre produit santé qu'on souhaitait développer. Les molécules caractéristiques qui ont été sélectionnées à l'étape 3, donc que j'ai présenté précédemment, sont donc le propanal, qui est vraiment un marqueur, l'aldéhyde, marqueur de l'oxydation du poisson, la butanone pour les cétones, et en furane, nous avons sélectionné le 2-éthylfurane et le 2-pentylfurane. Ces méthodes ont été approuvées pour toutes les matrices étudiées, c'est-à-dire que toutes les molécules sélectionnées sont identiques pour toutes les matrices. Les avantages de la méthode, donc ils sont multiples. Il n'y a pas besoin de préparation spécifique de l'échantillon. On met notre échantillon dans le tube. La seule chose à adapter, c'est la quantité qu'on met dans le tube. Il ne faut pas trop en mettre pour ne pas être en dehors des gammes et pas non plus saturer notre fibre SPME, puisque sinon, après, en fait, il y a une compétition des molécules qui peut se faire sur la fibre. C'est facile d'utilisation. La méthode est assez répétable et aussi ça veut dire que ça peut être adapté à d'autres matrices poissons, bien sûr à valider, mais le propanal est assez spécifique des matrices poissons en général et pas spécifique de notre matrice poisson à nous.
Comme j'ai dit, bah voilà, faut penser à adapter la quantité d'échantillons et aussi la concentration des matrices poissons. Et donc, maintenant, si on adapte, si on transpose ces méthodes, elles sont validées, elles sont répétables, elles correspondent à notre cahier des charges. Si on prend un cas concret sur notre produit d'intérêt, hein, parce qu'on a fait ça pour le développement d'un produit santé nutrition, notre question de départ, ça a été quelle dose d'antioxydants je dois mettre dans mon produit pour assurer la conservation de mon produit au moins pendant 6 mois. Donc, ce qu'on a réalisé, c'est la fabrication de 4 poudres de poisson. Une qui ne contenait pas d'antioxydants, hein, forcément, pour avoir notre contrôle. Une avec une autre poudre avec la dose 1 d'antioxydants, la dose 2 et la dose 3. Pour des questions de confidentialité, je ne peux pas vous donner nos dosages et le type d'antioxydants qu'on a testé, mais ça permet d'illustrer et de pouvoir ressortir des messages clés par rapport à la démonstration d'aujourd'hui et ce que je veux faire passer comme message. Et du coup, on a évalué au cours du temps nos produits et leur oxydation avec nos 3 méthodes développées. Tout d'abord, pour les hydroperoxydes. Donc ici, je présente des résultats que jusqu'à 10 semaines et je vous expliquerai en conclusion, déjà parce qu'on a fait l'étude jusqu'à 10 semaines et les résultats à la fin, je vous donne la conclusion un peu avant, mais vous verrez qu'on a eu besoin de revoir certaines choses. Tout d'abord, donc, du coup, les hydroperoxydes ont été analysés. On peut voir ici, c'est flagrant que la poudre sans antioxydants a une concentration en hydroperoxyde qui est très élevée par rapport à la poudre qui est protégée par l'antioxydant. Si je fais un zoom sur les 3 poudres qui contiennent des antioxydants, on peut voir qu'au cours du temps, il y a ce système de cloche comme on le voyait dans la théorie, où après on suppose que les hydroperoxydes se transforment en composés secondaires d'oxydation. Et donc ça veut dire que nos antioxydants ont bloqué les hydroperoxydes à ce moment-là. Et donc qu'on est passé dans l'autre partie de l'oxydation. Et on voit qu'on a atteint un maximum des hydroperoxydes qui ont été analysés. Donc, on peut le voir sur les 3 cas à 3 semaines. Si on regarde les MDA, donc ils ont commencé à augmenter à partir de 7 semaines, donc ce qui correspond bien à cette courbe en cloche un peu théorique où on a les hydroperoxydes qui ont augmenté, puis après qu'on commence à chuter pour au final en fait se transformer en composés secondaires d'oxydation et on ne les voyait pas à partir de 3 semaines, mais à 7 semaines, on commence à les voir. Et après, on a le propanal qui a commencé à augmenter au cours du temps, au cours des différentes semaines. Hein, on voit vraiment une augmentation. Pour la poudre sans antioxydants, bien sûr, on voit vraiment ce phénomène, avec la dose 1 d'antioxydants aussi, donc qui est la dose la plus faible en antioxydants. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est une dose croissante. Mais avec les 2 autres doses, la production de propanal semble se ralentir, ou peut-être qu'il y a d'autres réactions qui se produisent. Là, je n'ai pas la réponse, ce sont des hypothèses. Mais on voit bien qu'après 7 semaines, la quantité de propanal commence vraiment à augmenter. En conclusion, pour répondre à la question de départ, du coup, la combinaison de méthode est vraiment nécessaire en fait pour suivre l'oxydation et comprendre les cinétiques d'apparition des marqueurs d'oxydation. On a bien vu qu'à 3 semaines, on avait atteint le pic pour les composés primaires, puis après, à 7 semaines, c'est les autres marqueurs qui ont pris le relais, ce qui nous permet de comprendre vraiment comment se passe l'oxydation au cours de notre produit, mais aussi l'action de nos antioxydants. Mesurer l'oxydation, c'est bien, mais aussi comprendre l'action de nos antioxydants pour savoir s'ils sont adaptés à notre matrice. C'est aussi l'intérêt d'avoir des méthodes qui soient adaptées et robustes pour mesurer et comprendre l'oxydation de notre produit.
Donc la dose 3 semble, par rapport à ce qu'on a vu hein, sur nos produits, la dose 3 semble vraiment la solution la plus adaptée à notre produit puisqu'elle prévient l'oxydation. Mais à partir de 10 semaines, on sent bien que ça ne va pas nous permettre d'atteindre 6 mois de DLUO, donc de shelf life. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a arrêté notre étude à 10 semaines. Ça nous a permis, en fait, cette première étude, de valider que nos méthodes fonctionnaient, que ça allait nous permettre de vraiment conclure. Et ça nous a permis aussi de ne pas perdre de temps, de nous dire il faut qu'on revoie nos doses. Et on a travaillé à démarrer une nouvelle étude avec des doses d'antioxydants plus élevées. Donc, en message qu'on peut ressortir de cette étude et de ce travail, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est nécessaire du coup de combiner les méthodes pour étudier l'oxydation des produits poissons, mais aussi qu'elles doivent être observées au cours du temps, donc ce qui est le principe des mesures d'oxydation, et que ces méthodes doivent être surtout adaptées à nos matrices. Si nous n'avions pas adapté nos méthodes à notre matrice, nous n'aurions jamais pu conclure ou avoir des fausses conclusions en fait, sur l'évolution de l'oxydation d'un autre produit. Donc la méthode développée, le FOX2 avec le chloroforme méthanol, semble vraiment adaptée. Les marqueurs d'oxydation aussi, dont le propanal, les marqueurs volatiles d'oxydation semblent vraiment adaptés et ça convient très bien pour nos matrices complexes. Donc, ça nous permet de choisir en fait notre stratégie antioxydante, qu'elle soit la plus adaptée possible à nos produits. Donc, voilà sur quoi je voulais finir les messages de ma présentation. C'est que vraiment la stratégie d'oxydation antioxydante, c'est lié à plusieurs choses pour pouvoir développer un produit de qualité ensuite. En dernier, je souhaiterais remercier le laboratoire INRAE de Nantes pour m'avoir permis de développer la méthode FOX2 et aussi de m'avoir guidée dans ce développement de méthode. Le laboratoire Lemar avec lequel j'ai fait ma thèse et aussi l'entreprise Simrise Pet Food avec qui j'ai fait ma thèse et dans laquelle je travaille aujourd'hui. Et donc de m'avoir permis de faire cette présentation. Merci à tous. Merci Chloé pour cette présentation. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Ah si, voilà, Sébastien Mars qui va... Alors, je voulais déjà vous remercier pour la présentation. Je poserai des questions après. Une première question de Sébastien Mars. Quand il n'y a pas d'extraction, y a-t-il un effet du type de matrice sur les cinétiques d'oxydation MDA propanal? C'est-à-dire que lorsqu'il n'y a pas d'extraction de la matière grasse pour faire la mesure d'oxydation? Je pense que oui. Sébastien Mars peut prendre la parole pour poser au... Oui, merci. Oui, c'est bien l'extraction de la matière grasse dont je parlais. Puisque la première méthode qui concerne les hydroperoxydes, il y a extraction. Et sur les deux autres méthodes, il n'y a pas d'extraction. Vous prenez les échantillons tels quels. Alors, il y a de l'homogénéisation a priori, mais du coup, est-ce qu'on garde l'effet matrice ou pas? Est-ce qu'il y a un effet de structure de la matrice? Et est-ce que du coup, vous avez observé des résultats différents de dosage de MDA ou de propanal en fonction des 5 matrices que vous avez étudiées? Alors ici, déjà, pour répondre à la première partie de la question, l'extraction des hydroperoxydes, en fait, j'ai mis extraction, mais c'est plutôt une dissolution, puisqu'en fait, le produit, il n'y a pas d'extraction de matière grasse physique. Le produit, il est dissous dans le solvant. Donc, il n'y a pas de phase d'extraction physique en tant que telle. Donc, après, par contre, pour les autres méthodes, MDA et propanal, il n'y a pas d'extraction, mais on a travaillé sur la dissolution, effectivement, de l'échantillon, sur les temps d'incubation, sur les températures, pour pouvoir optimiser
et avoir des choses reproductibles et répétables et qui soient en cohérence les méthodes les unes avec les autres. Après, on a vu des différences de concentration dans les produits, puisque entre une matière première, un hydrolysat, une matière grasse brute, en fait, forcément, les niveaux et les quantités sont forcément différentes parce qu'il y a des concentrations plus ou moins. Il y a un effet de concentration qui s'applique. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça répond à la question. Effectivement, j'avais pas. Ça permet de bien voir aussi que le procédé d'obtention de ces différentes matrices va influencer l'oxydation. Ce qui était logique, hein, ce n'est pas forcément la façon dont on prépare les échantillons qui doit, en tout cas, influencer l'oxydation. C'est bien la préparation des produits. Tout à fait, la préparation des produits est très importante. Et après, c'est le challenge quand on veut mesurer l'oxydation, c'est de préserver l'état d'oxydation de ce qu'on a obtenu dans le procédé de notre produit et ne pas accélérer ou avec une méthode en fait de biaiser cette mesure pour vraiment avoir l'image même de ce qui s'est passé au cours du procédé. Très bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci, de rien. Il y a également deux questions d'Éric Dumont. Une première, qui vous remercie déjà pour votre présentation. Est-ce que vous considérez que vous avez une idée globale de l'oxydation dans vos produits complexes, lipides, protéines, etc., à partir de ces méthodes qui sont très axées sur l'oxydation des lipides? Alors, on n'a pas une réponse complète sur l'oxydation, parce que je pense que la question sous-jacente, c'est l'oxydation des protéines. Exact. On a axé sur l'oxydation des lipides, donc la peroxydation. Aujourd'hui, c'est un sujet c'est vraiment hors scope de ce qu'on a regardé, l'oxydation des protéines. On a fermé les yeux volontairement dessus, puisque les méthodes ne sont pas forcément prêtes aujourd'hui. On sait que déjà, si on arrive à contrôler l'oxydation des lipides, c'est un grand pas de maîtriser et que peut-être qu'il y a une synergie avec l'oxydation des lipides qui vient déclencher l'oxydation des protéines. Est-ce que les antioxydants pour protéger les lipides sont les mêmes que pour protéger les protéines aujourd'hui? En l'état de l'art qu'on a pu faire il y a 2 ans sur le sujet, on ne savait pas et on a pris le parti de se dire on se concentre sur l'oxydation des lipides, protéger les lipides. Et deuxième raison à cela, là c'était la partie scientifique, la partie raccrochée à l'industriel, c'est que nos actifs d'intérêt qu'on souhaitait en premier protéger, c'était les oméga 3, puisque c'était un des actifs d'intérêt de notre produit développé. Donc, on voulait le protéger pour éviter sa diminution au cours du temps, puisqu'on sait que s'il y a oxydation, il y a diminution au cours du temps, et du coup, moins d'activité biologique. Donc, tout ça a été lié aussi. Ok. Une autre question de Claire Guyon. Avez-vous une explication sur la diminution des hydroperoxydes au premier temps de vieillissement dans la matrice sans antioxydants? Je pense que c'est ça. Alors, est-ce que c'était peut-être cette slide-là? Je ne vois pas les questions. Est-ce que c'est possible de juste la répéter pour être sûr de bien l'avoir compris? Avez-vous une explication sur la diminution des hydroperoxydes au premier temps de vieillissement dans la matrice? Alors, sans AOH, je pensais ça, sans antioxydants ou... Ah oui, bonjour. Allez-y. Oui. C'est bien l'histogramme, le point vert en fait qui diminue. Il n'a pas le même profil en fait que les autres. Je me posais la question si vous aviez une explication. Malheureusement, non. Je n'ai pas insisté dessus pendant la présentation. J'ai mis le résultat tel que nous l'avons obtenu. Je pense que c'est un artefact de mesure. Malheureusement, une fois que le point T3 il était passé, on ne pouvait pas refaire la mesure ou autre, mais je pense que c'est un artefact de mesure. Mais j'ai souhaité laisser, mais je n'ai pas d'explication pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu cette diminution puis réaugmentation ensuite. D'accord, merci.
Il n'y a pas d'autres questions. Moi, je vais vous en poser quelques-unes. Dans les matières, enfin les matières premières que vous recevez, est-ce qu'il y a une grande hétérogénéité du niveau d'oxydation quand vous les recevez ou pas? C'est-à-dire, est-ce que je sais pas, sur un mois, sur une autre production, vous avez des variations énormes du niveau d'oxydation de base? Pas forcément si la matière est reçue fraîche. Par contre, on va avoir un impact sur comment est-ce qu'elle va être conservée. C'est-à-dire que si on la traite fraîche tout de suite, il y a très peu d'endommagement de la matière, ça va plutôt se faire, puisqu'en fait, on va ajouter les antioxydants dès le début. On a un contrôle dès le départ pour vraiment maîtriser cette oxydation, puisque la matière première aussi, elle contient du sang, donc on va vouloir contrôler ça tout de suite. Par contre, c'est si on n'utilise pas la matière première de manière fraîche et qu'il y a une congélation, par exemple, on va mettre en place des techniques type du glasurage ou peut-être infuser des antioxydants. Donc ça, on n'avait pas traité cette problématique, mais c'est des hypothèses qu'on avait émises, soit de faire du glasurage, soit de faire de l'infusion d'antioxydants pour protéger la matière au cours de la congélation, pour éviter son oxydation. D'accord. Alors, j'ai une autre question d'Erwan Durand. Bonjour, j'imagine que pour le FOX2 et la mesure donc des hydroperoxydes, vous avez dû passer en milieu acide. Oui. Oui, tout à fait. Et il y a marqué derrière, peut-être une réponse sur cette variation dont on discutait, je pense, initialement. Peut-être aussi, oui, ça peut jouer parce que on passe en milieu acide pour faire la réaction. Donc, peut y avoir des artefacts à ce moment-là. Il y a plusieurs hypothèses qui ont pu être sorties, mais on n'a jamais eu la réponse à cette... Enfin, on n'a jamais pu savoir pourquoi on avait obtenu cette diminution, puis après, c'était revenu un peu normal. D'accord. Une question plus large, en termes de recommandations, législation, j'y connais rien du tout. Hein. Est-ce qu'il y a des recommandations sur la teneur en lipides et en acides gras polyinsaturés dans l'alimentation animale, précurseurs et longue chaîne? Oui. En plus, ça va être différent pour les deux espèces, donc chien ou chat. Il va y avoir un besoin en C18.3, donc acide linolénique, qui va être précurseur de l'EPA et du DHA. Et pour le chat, il va falloir aussi supplémenter en acide arachidonique, puisqu'il n'est pas capable de le synthétiser. Donc c'est quelque chose... D'accord, c'est le problème des félins qui ne sont pas capables de synthétiser des acides gras longue chaîne de façon générale. D'accord. Tout à fait. Et il y a des quantités à mettre ou exprimer en pourcent de l'énergie ou pas du tout, c'est libre, c'est le libre choix du fabricant? Alors, va y avoir un besoin minimum journalier dans l'alimentation, qui sont pour l'Europe des recommandations données par la FEDIAF pour les animaux de compagnie. Alors, de tête, je ne l'ai pas. Je l'ai, si ça intéresse des personnes, je peux le donner, mais c'est donné par la FEDIAF. Par exemple, pour les États-Unis, ça va plutôt être l'AFCO. Après, oui, il y a des recommandations minimum à avoir pour un chien ou un chat et aussi des minimums à avoir au cours de leur vie. Donc, par exemple, lorsqu'ils sont chiots, après chiots ou chatons, après, on va dire animaux matures, donc dans l'âge adulte, et après, quand ils deviennent seniors, puisque c'est comme nous, leur système va aussi décliner au niveau de la synthèse des oméga-3, ils vont avoir moins de facilité à synthétiser les oméga-3 à longue chaîne. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir en rapporter un peu plus lors de leur alimentation senior. C'est pour ça que les fabricants d'alimentation pour animaux ont différentes gammes qui correspondent aux différents stades de la vie du chien ou du chat pour pouvoir en fait leur apporter les aliments et les nutriments nécessaires
à leur bon développement, parce que les chiens et les chats, ils mangent la même alimentation tous les jours, ils ne varient pas. Donc, il faut qu'ils aient vraiment ces besoins minimums. Et si ce n'est pas indiscret, pour l'acide arachidonique, vous allez le chercher où dans quelle matière première, si ce n'est pas indiscret, hein, bien sûr. Les matrices poissons. Il y en a. Matrice poisson. Et puis après, on peut les avoir via certains végétaux. On va avoir des huiles en fait concentrées. Après, nous, en tant que Simrise Pet Food, on n'a pas de produits spécifiques. Ça va être le fabricant d'aliments qui veut aller chercher cet ingrédient de la composition. Donc, répondre précisément aujourd'hui, je ne sais pas, puisque je ne suis pas fabricant de produit final. Je leur apporte juste des solutions, des petites pièces du puzzle pour faire le produit final. D'accord. Alors, j'ai une autre question de Mirales Garcia. Vous pouvez expliquer comment les... Ah non, j'en avais une autre, excusez-moi, d'abord de Eleanor Yvon. Est-ce que les composés volatiles sélectionnés dans votre étude peuvent être corrélés à des défauts organoleptiques particuliers dans le produit fini? Ça peut, tout à fait. On sait que les chiens et les chats sont très sensibles aux produits d'oxydation, et comme ce sont des molécules volatiles, ils vont les sentir en premier. Ça va être des molécules un peu désagréables à l'odeur, et donc ça peut être inappétant, donc les repousser, et donc ça peut être corrélé au fait qu'ils n'apprécient pas le produit. Des fois, c'est pas que il y a une oxydation, et donc ça peut être repoussant pour l'animal. Donc oui, totalement, c'est corrélé. D'accord. J'ai une autre question de Mirales Garcia, ce que je vous ai ravié, qui est désolée pour son français. Alors, elle dit, est-ce que vous pouvez expliquer comment les marqueurs ont été sélectionnés et si la diminution du propanal observée peut être significative de ce que les marqueurs sont en général. Je ne sais pas si la personne veut s'exprimer, parce que là, des fois, en rédaction, c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est seulement... Oui, merci. Merci pour la présentation, elle est très intéressante d'abord. Mais ma question, c'est qu'on a regardé que vous avez choisi, entre autres, les propanal pour faire la suivi de l'oxydation, mais on voit qu'il diminue dans les échantillons qui sont protégés avec l'antioxydant. Il monte pas, il descend. Donc, comment est-ce que vous avez fait cette sélection? Comment c'est un peu les procès pour sélectionner les marqueurs qui sont plus adéquats pour la matrice? Et si cette observation peut dire que peut-être le marqueur il n'est pas adéquat, parce que normalement, un marqueur d'oxydation, tout le temps, doit être stable si l'échantillon est stable, ou grandir si s'oxyde. Merci. Alors, pour la première partie de la question, sur comment est-ce qu'on a fait pour sélectionner les marqueurs, on a fait vieillir nos 5 matrices en vieillissement accéléré, donc en étuve, et on a mesuré en fait toutes les semaines. On a fait en fait juste de l'acquisition de données. On a juste sélectionné les données. Et puis ensuite, comment j'ai fait? J'ai pris tous les chromatogrammes au cours du temps correspondant à une matrice, et je regardais quels étaient les pics, hein, parce qu'au début, je ne savais pas quoi que ça correspondait, qui augmentaient au cours du temps. Ensuite, j'ai regardé si ça pouvait être des marqueurs qui étaient reportés dans la bibliographie comme des marqueurs de l'oxydation. Et puis, en fait, j'ai pris les marqueurs les plus pertinents et qui augmentaient au cours du temps, puisque c'était bien sûr les 5 échantillons qui étaient en vieillissement accéléré n'étaient pas antioxydés. Je n'avais pas mis d'antioxydants dedans, puisque sinon on n'aurait pas pu voir, on aurait eu un biais dans notre analyse. Mais en forçant l'oxydation, on a bien vu que sur le propanal, on avait une augmentation de ce marqueur au cours du temps. Pareil pour la butanone, de même pour le 2-éthylfurane et le 2-pentylfurane. Donc, on a suivi
ces 5 marqueurs comme ça, voilà comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés. Il y avait aussi d'autres marqueurs, hein, je suis partie à peu près avec 30 marqueurs. Déjà, tous n'étaient pas communs aux 5 matrices. Ensuite, des fois, il y avait quelques biais obtenus au cours. Des fois, il y avait peut-être eu des descentes, enfin, ce qui ne permettait pas vraiment de conclure. Et puis, déjà que l'oxydation est complexe à enregistrer, on voulait déjà des choses assez sûres. Donc, voilà comment est-ce qu'on s'y est pris. On a juste fait de l'acquisition de chromatogrammes. Et ensuite, on a sélectionné les molécules caractéristiques pour ensuite préparer nos courbes de calibration. Et puis, il fallait qu'on se limite. On ne pouvait pas mettre beaucoup de marqueurs ensemble. On a voulu se limiter à 4 marqueurs. Donc, j'espère que ça répond à la première partie de la question. Et pour la deuxième partie, donc de même, j'ai des hypothèses de pourquoi est-ce que on voit que sans antioxydants, le propanal continue d'augmenter, mais après, il diminue. J'ai mis 2 hypothèses. La première, c'est que avec la dose 3, on commence à contrôler l'oxydation. Donc, au cours du temps, en fait, il y a moins d'hydroperoxydes qui sont générés, donc moins de composés secondaires aussi qui peuvent être générés. Donc, sachant qu'en plus, c'est un marqueur volatile, il a peut-être disparu, il s'est peut-être échappé via le contenant au cours du temps, ou alors il a pu se transformer en une autre molécule d'oxydation, mais laquelle je ne sais pas. J'ai assisté au symposium oxydation, où parfois on parle de composés tertiaires d'oxydation, donc c'est des hypothèses. Après, ici, on voit bien que voilà, quand il n'y a pas de contrôle de l'oxydation, le marqueur il reste bien présent. Le marqueur propanal reste bien présent. Donc, ce sont nos hypothèses conclusions. Et ce que je pourrais aussi conclure dans l'oxydation, c'est que c'est assez complexe de conclure sur vraiment comment fonctionne l'oxydation, puisqu'il y a toujours un petit cas particulier qui se passe au cours des études. J'espère que ça répond à la question. Ok, on continue. J'ai deux commentaires de Galano concernant les problèmes de dosage avec le FOX2, un article de Porter, donc j'ai copié, hein, sauf si vous le voyez, je l'ai copié pour vous l'envoyer, Chloé, et qui dit qu'effectivement, notamment attention dans le dosage lorsqu'il est appliqué à des lipides hautement oxydables. Donc je vous l'enverrai, hein, en termes de données. Merci pour cette remarque. Et j'ai une dernière question de Loïc Lettner. Bonjour, merci Chloé pour cette présentation. Les aldéhydes sélectionnés pour votre suivi, excepté le propanal, ne sont pas forcément les plus communément représentés sur la matrice Poisson. Sur quels critères avez-vous basé votre sélection ? Comme je l'ai expliqué précédemment, on a fait notre sélection en faisant un vieillissement accéléré, en regardant les composés qui augmentaient. Après, il y a eu des marqueurs qui n'étaient pas reportés, enfin des fois reportés comme caractéristiques de l'oxydation, mais peut-être pas spécifiques de l'oxydation des lipides de poisson. Mais après, dans ce que j'ai regardé, ça a augmenté vraiment et on est en matrice complexe, qu'il ne faut pas oublier. Et donc peut-être, ça peut aussi rejoindre une autre question avec l'oxydation des protéines. Est-ce que le fait d'être en matrice complexe, tout ça ne s'entremêle pas ? Et de ce fait, on a obtenu des marqueurs autres sur matrice complexe que ce qu'on peut obtenir sur l'huile de poisson seule, par exemple. Oui, parce que la personne parlait, enfin Loïc Lettner, d'aldéhydes comme l'hepténal ou le nonadiénal ou de composés comme ça. D'accord. Ok. Alors, il y a un commentaire de Claire Glion. Les composés secondaires peuvent aussi former des adduits avec les protéines, ce qui pourrait être une autre explication à cette diminution des composés secondaires. C'est un commentaire. Donc, on va terminer ce webinaire. Je vais vous remercier. Hein. Je vais prendre la réflexion d'Éric Dumont. Merci encore à la présentatrice.
Bon, et aux organisateurs, vraiment, merci beaucoup pour cette présentation qui a réuni, j'ai regardé 43 personnes, hein, qui est quand même assez important. Et merci aussi à tous les participants hein, d'avoir suivi la présentation de Chloé. Donc, la prochaine présentation, enfin, webinaire, ça sera le webinaire dont vous a parlé Frédéric tout à l'heure. C'est le webinaire du jeudi. Hein, ça sera jeudi. On a préféré ne pas prendre le vendredi 16 décembre, mais le jeudi 15 décembre, puisque c'est la veille des congés de fin d'année. Donc, qui vous parlera de la digestion des galactolipides en relation avec l'absorption d'acide alpha-linolénique. Donc, on vous attend aussi avec impatience. Et je vais éventuellement reprendre, alors peut-être l'écran, juste pour parler. Je dois ouvrir le bac de partage. À chaque fois, je pose la même question. Je pense que c'est ça, peut-être. Voilà. Je vais vous présenter. Voilà, pour vous parler aussi, avant de terminer cette réunion, des journées Chevreul. Donc, nous organisons le 18 et le 20 janvier. Je vous en ai parlé à ceux qui étaient présents au dernier webinaire. Donc, qui vont se dérouler au Muséum national d'histoire naturelle. On avait choisi ce lieu, c'était Bernadette Delblanc, que l'on remercie hein, vivement, puisque c'est le lieu où Chevreul a travaillé et notamment il a dirigé aussi le muséum. Donc, c'est un lieu historique. Et on sera dans l'amphithéâtre de Verniquet, qui est un vieil amphithéâtre qui a été restauré, dans lequel les grands savants du 19e siècle ont exposé. Donc, l'organisation maintenant, sur le plan matériel, est pratiquement définitive. Et donc, juste pour